L'affaire Issei Sagawa, le cannibale qui est resté libre. Par un après-midi tranquille d'été à Paris, le 11 juin 1981, une jeune étudiante néerlandaise nommée Renée Hartevelt se rendit dans un petit appartement de la rue Erlanger. Dans l'élégant quartier d'Auteuil, dans la capitale française, Renée avait 25 ans, elle était intelligente, parlait couramment 3 langues et était à Paris pour étudier la littérature française à la prestigieuse université de la Sorbonne. Ce jour-là, elle avait accepté l'invitation d'un camarade de classe pour l'aider à traduire des poèmes allemands dans le cadre d'un travail académique. Le camarade était un étudiant japonais de 32 ans, nommé Issei Sagawa, un homme petit et apparemment frêle, qui ne mesurait qu'1,47 m et pesait environ 38 kilos. Renée n'avait aucune raison de soupçonner un quelconque danger. Elle voyait Sagawa comme un collègue poli et cultivé, quelqu'un qui partageait ses intérêts académiques. Elle ne pouvait jamais imaginer l'horreur qui l'attendait cet après-midi-là. L'histoire d'Issei Sagawa a commencé bien avant ce jour fatal à Paris. Il est né le 26 avril 1949 dans la ville de Kobe, au Japon, fils d'une famille riche et influente. Son père, Akira Sagawa, était un homme d'affaires prospère qui s'assurait que ses enfants ne manquent de rien. Cependant, la naissance d'Issei a été marquée par des complications. Sa mère, Tommy, a fait une chute dans les escaliers alors qu'elle était enceinte, entrant en travail prématuré. Le bébé est né si petit qu'il tenait dans la paume de la main d'un adulte. Son enfance a été marquée par des problèmes de santé constants, notamment une entérite, une grave maladie intestinale qui a failli lui coûter la vie dans ses premiers mois. Issei a grandi physiquement faible et socialement isolé. Dès son plus jeune âge, Issei Sagawa a manifesté des comportements troublants. Il confessera plus tard que sa fascination pour le cannibalisme a commencé à l'âge de 6 ans, lorsqu'il s'est fixé sur la cuisse d'une camarade de classe, la comparant mentalement à un morceau tendre de viande. Contrairement à d'autres fantasmes d'enfance qui disparaissent avec le temps, cette obsession morbide ne s'est jamais estompée. Au contraire, elle s'est intensifiée à mesure qu'il grandissait, s'entremêlant avec ses pulsions sexuelles pendant l'adolescence. La famille Sagawa avait un rituel particulier lors des célébrations du Nouvel An. L'oncle d'Issei, nommé Mitsuo, se déguisait en géant terrifiant qui mangeait les enfants. Habillé en monstre, il poursuivait Issei et son frère aîné dans la maison, faisant semblant de vouloir les dévorer. Le père des enfants, Akira, apparaissait comme un chevalier sauveur pour les protéger. Mais le géant gagnait toujours, capturant les garçons et les plaçant symboliquement dans une marmite pour les cuisiner. Issei se souviendrait plus tard du mélange intense de terreur et d'excitation qu'il ressentait en étant descendu dans le chaudron imaginaire. Ce jeu a eu un effet profond et durable sur lui. Au fur et à mesure qu'il apprenait à lire, Issei recherchait obsessivement des contes de fées impliquant des personnes dévorées par des monstres, des dragons ou d'autres êtres humains. L'histoire d'Hansel et Gretel est devenue l'une de ses préférées. Il passait des heures éveillé dans son lit, revivant mentalement le récit de la sorcière qui engraissait les enfants capturés pour ensuite les manger. Ces fantasmes ont éveillé en lui une excitation sexuelle précoce, et il s'imaginait comme la victime, préparée à être dévorée. L'élément masochiste d'être dominé par une figure puissante provoquait en lui des sensations intenses qu'il cultivait de manière répétée. À l'école, Issei Sagawa était un enfant différent, typiquement solitaire, incapable ou réticent à exprimer ses vrais sentiments. Il n'a jamais partagé ses rêves secrets de cannibalisme par peur d'être ridiculisé ou rejeté. Bien qu'il fût souvent seul et pratiquement sans amis, Sagawa aimait l'école. Le processus d'apprentissage était quelque chose que le garçon intelligent embrassait comme un mécanisme compensatoire pour son incapacité à se lier socialement. Sa mère, Tommy Sagawa, dorlotait excessivement son fils, le protégeant constamment en raison de sa fragilité physique. Cette surprotection a fini par l'étouffer, empêchant tout mouvement vers l'autonomie. En 1961, à l'âge de 12 ans, Issei Sagawa a commencé ses études secondaires. Conformément à son intelligence croissante, il s'est éloigné des contes de fées fantastiques et a commencé à s'intéresser aux grandes œuvres littéraires. Les histoires se déroulant dans le lointain monde occidental, comme Guerre et Paix, l'attiraient particulièrement, mais pas par amour du récit en soi. Sagawa développait une préoccupation pour revisiter des personnages spécifiques, digérant continuellement les descriptions de la grâce et de la féminité raffinée des héroïnes. Il voyait ces femmes, avec leur peau claire et leur disposition romantique, comme des anges. Vers cette époque,
Sagawa s'immergeait également dans les œuvres d'Auguste Renoir, l'impressionniste français. Les peintures de Renoir exemplifiaient les tons crémeux de peau que Sagawa désirait chez une femme, et il contemplait ces images fréquemment, imaginant comment toute cette peau luxuriante et rosée se sentirait au toucher, et quel goût elle aurait. Au fur et à mesure qu'il traversait la puberté, la préoccupation de Sagawa pour manger des femmes correspondait à ses premières pulsions sexuelles attribuables. Sa première éjaculation s'est produite en pensant à l'une de ses incarnations occidentales préférées, l'actrice Grace Kelly. Il était fixé sur les robes décolletées qu'elle et d'autres stars de cinéma favorisaient. Son fantasme très spécifique incluait d'abord caresser, puis dîner avec de telles femmes. La fusion entre le sexe et le cannibalisme avait été établie, et pour Sagawa c'était le point de non-retour. Toujours conscient de son introversion physique, il sentait qu'il pourrait se nourrir avec la chair des corps des beautés amples de Renoir et des actrices d'Hollywood qui le tenaient hypnotisé. À mesure qu'il grandissait, ses fantasmes s'intensifiaient et il se soulageait par la masturbation à chaque occasion. Maintenant, un élément supplémentaire était introduit dans ses imaginations, la violence explicite. Un fantasme morbide impliquait Sagawa espionnant voyeuristiquement une déesse occidentale bien constituée pendant qu'elle prenait un bain. Il s'approcherait alors d'elle et l'étranglerait violemment par derrière avec sa ceinture. L'idée d'étrangler une femme nue à mort était maintenant un composant vital de l'illusion, et réalisant qu'il avait du mal à être excité par quoi que ce soit qui n'impliquait pas de tuer et de manger quelqu'un, il a finalement cherché une intervention professionnelle. À 15 ans, Sagawa a contacté un psychiatre pour la première fois, quelques années après que ses fantasmes sexuels se soient enracinés, mais pas longtemps après qu'ils aient commencé à incorporer vividement le meurtre. Le psychiatre avec qui il a parlé l'a informé que, pour fournir une assistance, Sagawa devrait vraiment se rendre à son cabinet et parler, au lieu de se cacher à l'autre bout d'un téléphone. Trop embarrassé pour s'asseoir face à face avec quelqu'un et discuter de ses désirs privés, Sagawa a fermé à contre-cœur cette possible voie de libération, mais a finalement partagé ses secrets avec son frère. Le garçon plus âgé n'a pas été impressionné, écartant les révélations troublantes comme si Issei essayait de faire une mauvaise blague. Le manque de connexion de Sagawa, professionnel ou familial, a forcé l'adolescent à se retirer encore plus dans son royaume intérieur isolé et de plus en plus violent. Il ne pouvait pas sortir ses pensées de sa tête, et si personne ne pouvait l'aider, il ne pouvait certainement pas s'aider lui-même. Sagawa s'est résigné à l'alternative commode et faible du que sera Serra, abandonnant la lutte. Il savait qu'un jour, il capturerait l'une des déesses blanches qui enterrent son esprit et la soumettrait à ses besoins les plus sombres. Les énergies qu'Issei Sagawa consacrait à ses considérables réalisations académiques ne diminuaient en rien sa soif de chair. En 1970, il a finalement permis à sa première incursion dans une rencontre réelle de mettre en danger la vie d'un être humain. Il a traqué une jeune Allemande, découvert où elle vivait et que parfois elle laissait une fenêtre de sa maison ouverte les nuits chaudes. Il a décidé d'entrer chez elle, de la tuer et de réaliser son rêve cannibale. Endormie avant qu'il n'entre, la fille s'est bientôt réveillée lorsque l'intrus décidément pas subtil s'est glissé dans sa chambre. Ses cris l'ont fait fuir en courant. Le lendemain, Sagawa était de retour au téléphone avec un autre psychiatre. Il avait besoin d'aide, dit-il désespérément. Cette fois, il a été persuadé de visiter le cabinet. Ayant entendu l'histoire de Sagawa sur la nuit précédente, le psychiatre n'a montré aucune sympathie, qualifiant le jeune homme de danger public et précisant qu'il avait franchi des limites éthiques avec son admission. Pour une raison quelconque, rien n'a résulté de l'incident et la question de la tentative d'agression de Sagawa a été silencieusement classée. Malgré ses pulsions troublantes, Sagawa a continué à exceller académiquement, obtenant une maîtrise en littérature shakespearienne. En 1977, à l'âge de 28 ans, Issei Sagawa a quitté l'université Wako à Tokyo pour la Sorbonne à Paris, qui était évidemment remplie de candidates potentielles à ses affections. Il était intelligent, cultivé et vierge. Sa pulsion envahissante de tuer et de cannibaliser s'était transformée au point qu'une autre attaque de sa part était imminente. Soudain, en présence de toutes ces filles, vêtues de leurs jupes courtes et de leurs hauts révélateurs, Sagawa était un homme en feu. Il vivait dans la ville depuis près de 2 ans, lorsqu'une tragédie s'est produite. En 1979, la belle actrice américaine Jean Seberg s'est suicidée dans sa voiture. Issei Sagawa
a été surpris d'apprendre que son corps avait été trouvé non seulement à Paris, mais aussi à une courte distance de l'endroit où il résidait. Seberg avait été l'une de ses premières passions, et Sagawa a conclu que c'était le destin qu'elle soit morte si près de lui. Les journaux ont rapporté qu'elle était nue lorsqu'elle a été trouvée, et Sagawa ne pouvait pas contrôler son cerveau accéléré. Il rêvait d'atteindre le cadavre de l'actrice avant que la police ne la trouve et de la ramener à son appartement pour la manger. Entouré de toutes ces femmes attirantes dans leurs vêtements serrés, Sagawa savait qu'il devait agir bientôt. Peut-être que s'il prenait seulement une femme, ce serait suffisant pour sortir cela de son système. La perspective le réconfortait d'une certaine manière, car il affirme qu'il ne désirait pas passer sa vie à tuer des gens. Pensant qu'en réalisant réellement, du début à la fin, son fantasme ultime, il pourrait réussir à éviter de répéter le crime à l'avenir. Son plan impliquait d'attirer la cible la plus facile à laquelle il pouvait penser, une prostituée dans son studio, et de la poignarder à mort. Il a finalement réussi à attraper une jolie blonde, mais après s'être approché d'elle pendant qu'elle prenait un bain, il a découvert qu'il ne pouvait pas aller de l'avant. Il y a eu plusieurs autres tentatives ratées de meurtre, menant jusqu'en 1980, lorsque Sagawa a décidé de retourner au Japon pendant un moment. Il y était resté 4 mois puis est retourné à Paris, où il ferait de la pauvre Renée Hartevelt l'objet de 3 décennies de maladie. C'est à la Sorbonne qu'Issei Sagawa a rencontré Renée Hartevelt. Dès l'instant où il l'a vue, il a été captivé. La belle étudiante néerlandaise était venue à Paris pour étudier la littérature dans la prestigieuse université du XIIIe siècle, un paradis culturel pour les brillants et les jeunes. Renée avait tout ce que Sagawa idéalisait. Elle était grande, mesurant 1,78 m, avait la peau claire et était saine et confiante. Incapable de sortir Renée, qui correspondait si parfaitement à ses rêves, de sa tête, Sagawa a formulé un plan. En rentrant chez lui dans le métro un après-midi, il a été ému de se retrouver face à face avec la fille qui dominait tant ses pensées ces derniers temps. C'était par hasard, leur rencontre, et Sagawa ne la laisserait pas passer. Renée Hartevelt l'a reconnu du cours de littérature qu'il partageait et a souri poliment lorsqu'il s'est assis à côté d'elle. Le couple avait leurs études en commun et Sagawa a donc utilisé cela pour initier une conversation décontractée. Bien que fondamentalement timide et réservé, Sagawa savait ce qu'il voulait. De son côté, la perspicace Renée Hartevelt a reconnu que derrière l'extérieur réservé se cachait un jeune homme manifestement intelligent, possédant beaucoup d'esprit et de charme. À cette occasion, leur dialogue n'est pas allé au-delà des intérêts académiques mutuels, mais c'était un développement important pour Sagawa. La glace avait été brisée et les événements se réchauffaient. Il attendait avec impatience le prochain cours de littérature ensemble, où il avait l'intention de faire avancer les choses. Après la conférence, il a été suggéré par le groupe qu'ils sortent ce soir-là pour un repas dans un restaurant grec local. Sagawa pouvait à peine contenir sa joie lorsque Renée a exprimé son désir d'y assister. Le poli et affable Sagawa s'était efforcé de s'insinuer auprès de ses camarades de classe. Ses origines orientales intéressaient ceux du groupe d'études qui étaient impatients d'expérimenter la cuisine japonaise. Au bon moment, Sagawa a fixé une date pour que tous visitent son appartement, où il préparerait un repas spécial pour tout le monde. Un plat appelé sukiyaki, composé de viande traditionnelle et de nouilles. Initialement, tous ont accepté, y compris Renée Hartevelt. Lorsque la soirée en question est arrivée, cependant, tous sauf un de ses camarades étudiants ont manqué à l'appel. Sagawa savait que la plupart des gens le trouvaient un peu étrange et se considérait sans une seule personne qu'il pouvait appeler ami. Alors il pouvait à peine cacher sa surprise et son plaisir face à la décision fatale prise par Renée Hartevelt d'apparaître comme sa seule invitée. Se retirant dans le petit salon ouvert de Sagawa, le couple a conversé joyeusement de leurs intérêts, de leur amour pour la musique et de leurs études mutuelles, Sagawa exhibant ses réalisations intellectuelles. Comme un Hannibal Lecter en formation, il transmettait de manière conviviale ses goûts sophistiqués en musique classique et en cuisine. Dans un état constant d'excitation par la fille qui l'obsédait tant, Sagawa a été tenté d'aller de l'avant, ce soir-là même, avec le plan qu'il avait élaboré. Ce qui le retenait était le fait qu'il n'était pas préparé à ce que Renée apparaisse seule et se livre si facilement à lui. S'il pouvait d'une manière ou d'une autre orchestrer une autre rencontre, il l'aurait. Invitant Renée à parler davantage d'elle-même, la réponse s'est présentée lorsqu'elle a mentionné qu'elle parlait couramment 3 langues, anglais, français et allemand.
Tenant compte du fait qu'elle était à court d'argent, Sagawa s'est lancé, exprimant un intérêt fin pour apprendre à parler allemand afin qu'il puisse lire, dans sa langue originale, de la poésie romantique qu'il aimait. Si René était intéressé à lui enseigner, il paierait pour ses services. Elle a accepté. Lors de son retour pour sa première leçon d'allemand, Sagawa pensait qu'il attaquerait. Lorsque René est arrivé à son appartement plusieurs soirs plus tard, aussi excité et nerveux d'excitation qu'il était, Sagawa a eu des réserves de dernière minute lorsqu'il a été confronté à la réalité de ce qu'il était sur le point de faire. Le monde de fantasmes complexe et puissant qu'il occupait n'était que cela, un fantasme. Aussi écrasant qu'il soit, il n'était toujours pas réel. Bien qu'il ait été ici auparavant, il était maintenant confronté à la réalité de faire du mal à quelqu'un et ne pouvait pas aller de l'avant. Lorsque René est parti ce soir-là, une autre occasion manquée, Sagawa s'est reproché sa lâcheté. Sa peur avait noué sa passion sombre et il avait perdu une bataille interne. De nombreux meurtriers affirmeront qu'avec certains de leurs meurtres, ils ont lutté pour ne pas tuer une victime. Dans le cas de Sagawa, c'était inversé. Il trouvait la question de tuer ou non extrêmement épuisante. Très agité, il se demandait s'il pourrait aller de l'avant la prochaine fois que René visiterait. Simplement se masturber n'était plus suffisant pour garder ses démons sous contrôle. Il savait ce qu'il voulait. Il devait le faire. La prochaine fois, il ne devrait pas y avoir de retour en arrière. Mais la fois suivante, il a encore échoué. Avec René assise confortablement sur une pile de coussins sur le sol, lisant des passages d'un livre pour lui, Issei Sagawa s'est déplacé silencieusement vers une armoire et a pris le fusil calibre 22 qu'il gardait là. S'approchant furtivement par derrière de la fille distraite, il a pointé l'arme directement sur la nuque de son cou et a appuyé sur la gâchette. Rien ne s'est passé. L'arme s'était enrayée. Anxieux mais soulagé que René ne semblait pas avoir entendu le clic sec de l'arme, Sagawa a rapidement remis le fusil dans l'armoire et s'est jeté à côté d'elle, faisant semblant d'absorber le reste de sa deuxième leçon d'allemand. L'intense Sagawa a-t-il vu l'incident de l'enrayage de l'arme comme un signe du destin, un indicateur qu'il ne devrait pas continuer avec son plan diabolique? Pas du tout. Le jeudi 11 juin 1981, Sagawa a de nouveau pris son fusil et s'est de nouveau approché furtivement par derrière d'une René Artevelt préoccupée. Cette fois, il a ouvert un trou dans la nuque de la jeune femme et a regardé pendant qu'elle s'effondrait en avant sur le tapis du salon, le sang s'accumulant autour de sa tête. Sagawa dira plus tard qu'il a été tellement choqué par le résultat de ses actions qu'il s'est évanoui. Si cela est vrai ou non est inconnu, nous n'avons que la parole du meurtrier que cette réaction humaine normale s'est produite avec lui. Lorsque Sagawa a repris conscience, il a affirmé se sentir assez mal et a expérimenté une qualité assez surnaturelle en regardant sa belle compagne étendue morte, assassinée par lui, son sang partout sur son tapis. Sagawa dit qu'il avait peur du cadavre qu'il avait créé et que cet acte très réel de meurtre était très loin du puissant fantasme sexuel qu'il avait nourri si longtemps. Évidemment, le dégoût soudain ne l'a pas paralysé très longtemps, puisque ses prochaines actions ont été de déshabiller la fille de tous ses vêtements et de mordre avec force sa fesse gauche. Sagawa est alors allé à la cuisine et est revenu avec l'ustensile le plus tranchant qu'il pouvait trouver, un couteau à découper de 20 cm. Regardant anxieusement la chair lisse et de couleur crème qui avait submergé son monde de rêve, il s'est agenouillé pour utiliser son couteau sur la fille morte, coupant à travers ce que le meurtrier décrirait plus tard comme une épaisse couche jaune de tissu adipeux. Il a atteint la chair rouge qu'il désirait. Lentement, comme s'il regardait par les yeux d'un autre, il a tiré la lame du couteau d'avant en arrière, séparant proprement un morceau de chair. Mettant cela dans sa bouche, il a commencé à mâcher, savourant ce qu'il dit avait le goût de thon cru. Pendant que Sagawa mangeait, il n'a pas été surpris de découvrir qu'il avait une érection. René Artevelt avait un goût exquis. Retournant le cadavre sur le dos, Sagawa a ensuite coupé une section de chair du haut de la cuisse, qui, perdu dans son extase, il a consommé sur place. Tellement excité était-il par tout cela que Sagawa s'est déshabillé et a eu des relations sexuelles avec le cadavre partiellement cannibalisé. Momentanément épuisé, il a à nouveau expérimenté la véracité frappante de ce qu'il venait de faire, et maintenant il y avait un corps mort saignant abondamment sur le sol de son salon qui devait être éliminé. L'étape suivante du plan a été abordée dans la minuscule salle de bain d'Issei Sagawa. Traînant le corps dans la baignoire, il a utilisé le même couteau avec lequel il avait coupé une partie de la chair de René pour commencer à couper les deux jambes. Ensuite,
Il a coupé les deux bras jusqu'à ce qu'il parvienne à les arracher de leurs articulations. Enfin, il a plongé son couteau dans la gorge de René et a commencé à séparer sa tête. Pendant toute cette tâche de cauchemar, Sagawa a gardé le robinet d'eau froide ouvert pour se débarrasser du sang. Issei Sagawa a toujours affirmé que l'acte de démembrement n'était pas agréable pour lui. Encore une fois, nous n'avons que sa parole pour cela. Certes, de nombreux psychopathes sexuels qui mutilent les corps de leurs victimes éprouvent de la gratification en le faisant. Le dégoût autoconfessé de Sagawa pour ses actes ne l'a pas empêché de couper plus de segments des cuisses et des fesses de René, de les emballer dans du plastique et de les mettre dans son congélateur pour une consommation ultérieure. Couper l'un des seins de René s'est avéré particulièrement désagréable pour le meurtrier, et il a été incroyablement déçu par le fait que cette partie du fantasme, comme le meurtre et le démembrement, n'était pas aussi satisfaisante qu'il l'avait imaginé. Sagawa dit que le sein amputé ressemblait à des abats d'animaux et constituait un morceau de graisse répugnant. Il ne dînerait pas du sein de René Artevelt après tout. Issei Sagawa s'est aventuré hors de son appartement les jours suivants, se débarrassant des vêtements de la fille assassinée. Il a gardé son pantalon, vraisemblablement comme un trophée, un objet personnel, appartenant à la victime qui a une signification pour l'agresseur, avec lequel le meurtrier sexuel nouvellement initié pourrait revivre son crime horrible. Achetant une paire de grandes valises, Sagawa a fourré la collection de parties du corps à l'intérieur et les a scellées. Peut-être dans un effort pour montrer que rien d'inapproprié n'assombrissait sa vie, il a accompagné des camarades étudiants pour aller au cinéma. Vraisemblablement, sa performance avait été aussi efficace que celle donnée par les acteurs dans le film qu'ils ont regardé, puisque tous se sont souvenus de Sagawa semblant détendu et de bonne humeur. Ce même soir, il est retourné à son studio pour manger plus de René Artevelt. Prenant plusieurs steaks du réfrigérateur, il a fait frire la viande dans une poêle, la cuisant à son goût. Il dit qu'elle avait le goût de veau, mais qu'elle était dure et caoutchouteuse, malgré ses tentatives d'attendrir. Assaisonné de sel, de poivre et de moutarde, le repas était néanmoins très agréable pour Sagawa, qui s'est assis là à nouveau dans un état d'excitation sexuelle totale. Chaque fois qu'il mangeait plus de sa chair, son exaltation atteignait son apogée. Il ne se lassait pas de sa nouvelle viande. Dans la soirée du samedi 13 juin 1981, Sagawa a conclu qu'il était temps de se débarrasser du corps. Les membres et le torse démembrés commençaient à dégager une odeur désagréable dans l'appartement chaud. Sagawa a pris son taxi, a été témoin dans le parc, s'est enfui chez lui et a attendu son arrestation. Le reste de René Artevelt était toujours dans son réfrigérateur lorsque la police est arrivée. Vers minuit ce samedi, un homme est entré dans le bois de Boulogne, le plus grand des grands parcs de la capitale, s'étendant sur 2000 acres. Un couple d'âge moyen qui se promenait main dans la main au bord du lac inférieur, le plus grand des nombreux lacs du bois, a remarqué un taxi de la ville s'arrêter dans une rue latérale en avant. De là est sorti un jeune homme d'apparence asiatique. Le couple décrirait plus tard l'homme comme étant très petit et délicatement constitué. Ils l'ont observé luttant pour tirer 2 grandes valises du coffre du taxi. Après avoir payé le chauffeur, il a procédé à placer les valises apparemment lourdes sur un petit chariot qu'il a ensuite commencé à traîner dans le parc. Le couple a continué à marcher, perdu dans le rythme de leur soirée. Puis le petit homme, avec ses valises, a fait quelque chose pour attirer encore plus leur attention. Ils ont ralenti le rythme et ont observé pendant qu'il déviait brusquement à travers une pelouse et se dirigeait vers le bord du lac. Clairement, il avait l'intention de déposer ses bagages dans l'eau. À ce moment, l'homme s'est retourné, a regardé autour de lui et a aperçu son petit et inattendu public. La présence du couple a semblé le distraire de sa mission. Il a paniqué. À la hâte, glissant les 2 valises sous un buisson voisin, il s'est retourné et a fui dans l'obscurité du parc. Intrigués par le départ bizarre du petit homme, ils se sont approchés des buissons sous lesquels il avait laissé les valises, déterminés à découvrir ce qu'il était sur le point de couler dans le lac. Ouvrant la fermeture éclair de la première valise et regardant à l'intérieur, tous deux ont reculé. Issei Sagawa devait avoir su que quelqu'un pouvait facilement l'avoir vu cette nuit-là. Mais le bois était proche de l'endroit où il vivait, et il avait déjà décidé de jeter ses valises dans l'un de ces lacs. Courant à travers les arbres et sortant dans la rue, la minuscule silhouette d'un mètre 47, pesant seulement 38 kilos, a couru chez lui, maudissant silencieusement sa négligence, et, sans aucun doute, imaginant quand il serait capturé. En fait,
La police avait déjà été appelée. À leur arrivée, les policiers avaient été préparés par le couple secoué à ce qu'ils devaient s'attendre à trouver dans la valise. Le torse d'une jeune femme. Serré dans sa jumelle se trouvaient les membres et la tête qui l'accompagnaient. Amenés à la morgue, les restes sanglants ont été retirés de leurs confins serrés et assemblés sur une table d'autopsie. Immédiatement notée par les pathologistes, était une blessure par balle à l'arrière du cou déchiré de la victime, suffisante pour avoir causé sa mort. Il y avait quelque chose d'autre sur le corps désarticulé qui a mérité une note instantanée. Des portions de sa chair manquaient. Des tranches épaisses avaient été coupées des fesses et des cuisses. Le bout du nez avait également été retiré. Trouver l'homme responsable de ce crime horrible ne serait pas très difficile. Après tout, le meurtrier lui-même avait par inadvertance aidé les autorités en étant si imprudent dans son élimination des restes mortels. La police savait qu'elle cherchait un homme de petite taille d'origine orientale qui était sorti d'un taxi. Bien sûr, une ville aussi cosmopolite que Paris avait plus que sa part équitable de résidents masculins qui correspondaient à cette description. Mais il y avait toujours l'indice solide du taxi à poursuivre. Contacter toutes les compagnies de taxi à Paris pour voir si l'un de leurs chauffeurs pouvait se souvenir d'avoir pris le petit homme avec les valises était une perspective intimidante, mais tous les impliqués étaient certains que cela les mènerait au meurtrier. Après quelques jours de vérification systématique, leurs efforts ont finalement porté leurs fruits. Un chauffeur s'est présenté qui se souvenait d'avoir effectué la course. Il avait été convoqué à un immeuble d'appartements de la rue Erlanger, situé dans le district élégant et sophistiqué d'Auteuil, dans le 16e arrondissement de la ville, ou district. Auteuil est l'équivalent français aisé de Greenwich Village ou Notting Hill, un quartier chic et design très éloigné des zones infestées de criminalité et de pauvreté qui l'entouraient. La rue Erlanger était également à une courte distance du bois de Boulogne. Issei Sagawa avait passé les dernières 48 heures dans un état paranoïaque de fuite, imaginant quand il recevrait le coup à la porte. Il savait qu'il avait franchi la ligne de la manière la plus terrible possible. Maintenant, ils viendraient le chercher. L'immeuble d'appartement dont le chauffeur de taxi se souvenait avoir récupéré son passager était cher, mais petit, comme beaucoup d'autres dans cette rue, et il n'y avait qu'un seul homme asiatique résidant dans l'immeuble. Il louait l'un des studios au 2e étage. Naturellement, la police voulait lui parler. Comme leur suspect avait accès à une arme à feu et était capable non seulement de meurtre, mais aussi de mutilation et de démembrement extensif, ils étaient compréhensiblement sur leur garde alors qu'ils se déplaçaient le long du couloir supérieur vers sa porte d'entrée. À l'intérieur du studio, Issei Sagawa a entendu la sonnette sonner et avec un profond soupir s'est préparé à recevoir ses visiteurs pas inattendus. En effet, il avait du mal à croire qu'il leur avait fallu tant de temps. Sous arrestation, Issei Sagawa a fait une longue confession sur chaque aspect du meurtre et des outrages commis contre la jeune néerlandaise. La police l'a trouvé poli et repentant dans une certaine mesure, bien que clairement, il avait tué pour aucune autre raison que le plaisir sexuel. Sagawa a expliqué comment, maintenant qu'il avait commis ce meurtre, il n'aurait jamais besoin de le répéter sur une autre personne. Les démons qui l'avaient poussé étaient partis, affirmait-il. Cet acte dégoûtant unique les avait vaincus pour toujours. La police n'en était pas si sûre. Ils avaient trouvé plusieurs morceaux emballés de René Hartevelt dans le réfrigérateur de Sagawa et, sachant ce que cet homme avait fait, ils avaient l'intention de l'enfermer. Si Sagawa était fou, et cela signifiait une institution sécurisée contre une prison, c'était de peu de conséquences pour les officiers enquêteurs. Tant qu'il était hors des rues, tous ont remarqué à quel point Sagawa était éloquent. Contrairement à de nombreux criminels amenés, le petit homme japonais était tout à fait prêt à parler longuement de tout ce qu'il demandait. Il ne semblait certainement pas fou, mais regardez ce qu'il avait fait. Néanmoins, ce n'était pas une question pour la police de déterminer pourquoi il devait certainement être reconnaissant. C'était la responsabilité d'un juge et d'un jury de résoudre. Leur travail était terminé, et les roues de la justice devaient moudre inexorablement vers l'avant. Mais à la fin, Issei Sagawa n'a jamais été jugé. Sans surprise, c'était une question de santé mentale dès le début. L'une des premières décisions prises par le magistrat instructeur Jean-Louis Bruguière était de monter dans un avion pour le Japon. Son objectif était de découvrir ce qui avait terriblement mal tourné dans la formation de son cannibale domestique. Bruguière a parlé avec la famille de Sagawa. Ses médecins et le psychiatre à qui Sagawa avaient confié les détails de la tentative d'agression de la fille allemande. Malgré de nombreuses heures de conversation, il était clair qu'il n'y aurait pas de réponse définitive
à ce qui avait conduit Sagawa à se comporter comme il l'avait fait. Ceux qui étaient proches ou ont eu l'occasion d'interagir avec l'homme ne pouvaient pas interpréter comment il en était arrivé là. Akira Sagawa, maintenant un homme d'affaires riche, a pris l'avion pour la France et a rapidement obtenu un avocat de premier ordre pour défendre son fils. Ce fut le premier acte de soutien indéfectible que toute la famille Sagawa a accordé aux problématiques Issei, mais cela aurait son prix lorsque la mère de Sagawa, Tomi, a ensuite subi une dépression nerveuse. La presse mondiale, qui s'était enflammée sur l'histoire avec une fureur typique, a exprimé son incrédulité quant au temps que l'affaire prenait pour arriver au procès. Puis, en 1982, près de 2 ans après le meurtre de René Hartevelt, le juge Bruguière a annoncé qu'à son avis, toute personne prête à tuer et manger quelqu'un ne pouvait pas être mentalement saine. En fait, il a déclaré qu'un tel acte constituait une folie. Bruguière croyait que Sagawa souffrait de démence avancée et a ordonné qu'il soit confiné indéfiniment à l'asile Henri Collin pour criminels fous. Il n'y aurait pas de procès. Ayant réclamé des détails de tout ce qui était lié à l'affaire internationalement reconnue, la presse est entrée en sur-régime, critiquant durement le système juridique français autant que la décision de Bruguière elle-même. Comment ce meurtrier odieux, qui avait si impitoyablement expédié et mutilé une belle jeune femme, purement pour satisfaire ses propres besoins, pouvait-il être épargné d'un procès? C'était incroyable, et le monde en général semblait d'accord. Les reportages maintenaient que c'était un meurtre classique, bien qu'extraordinairement horrible, de vengeance perpétrée par un amant rejeté, et, malgré la violence, l'homme avait admis avoir réfléchi en détail, et ensuite mis en pratique l'abattage de René Hartevelt. Il devrait faire face à un procès, pas être silencieusement jugé fou et banni dans un hôpital psychiatrique sans explication. Où était la récompense publique pour les actions de ce meurtrier? Où étaient les réponses? Refusant d'accepter qu'il était fou, Sagawa était complètement abattu par son sort, préférant la prison à l'asile dans lequel il se trouvait logé. Il ressentait profondément d'avoir à passer du temps avec des patients qui étaient si clairement perturbés. Dans un effort pour se comprendre, il a profité de périodes calmes et a écrit une quasi-autobiographie. Sagawa considérait cela thérapeutique, ne pensant jamais que quelqu'un voudrait la lire. Il ne pouvait pas être plus trompé. L'énorme intérêt public pour le mystérieux petit cannibale a conduit à une visite de l'écrivain japonais célèbre Inuiko Yomota. Après plusieurs heures de conversation, Sagawa acceptant de partager ses mémoires avec Yomota, il a appris plus tard qu'il était devenu un auteur publié. Sagawa était confus et se sentait trahi. Yomota avait apporté le livre, édité et intitulé Dans le brouillard, à son agent, qui avait été enthousiaste, ne perdant pas de temps à intéresser un éditeur et à le mettre sous presse. Notamment, il atteindrait les listes de best-sellers au Japon. En conséquence, le chagrin initial de Sagawa d'avoir son document personnel canalisé vers le reste du pays sans être consulté a été remplacé par une fierté silencieuse dans sa réalisation. Pour la première fois de sa vie, les gens semblaient intéressés par ce qu'il avait à dire. Un dramaturge japonais, Juro Kara, avait précédemment utilisé une sélection des écrits de Sagawa dans le cadre d'un roman qu'il avait écrit. Avec la sortie de Dans le brouillard, contenant des descriptions macabres de la chair ingérée de sa victime, n'ayant ni odeur ni goût et fondant dans ma bouche comme du thon cru, enfin je mangeais une belle femme blanche et je pensais que rien n'était si délicieux, Sagawa a été lancé au centre de l'attention des médias japonais. En plus d'être infâme, il devenait maintenant célèbre. Une énigme meurtrière qui, avec son intelligence, pouvait aller plus loin que la plupart pour expliquer pourquoi il avait fait l'inexprimable. Et le monde voulait savoir. D'un étudiant étranger obscur, avec peu ou pas d'amis et de connaissances, et une passion sombre, il allait devenir une icône culturelle. Pas jusqu'à la saga d'Armin Mae West traversant l'Allemagne en 2002, le monde prêterait autant d'attention à un homme à cause d'un acte de cannibalisme. En 1985, le magazine français populaire Paris Match a obtenu les horribles photographies de la scène de crime du corps démembré de René Hartevelt. Choquant, il n'y a eu aucun scrupule à les publier. Une décision sans tact et massivement insensible qui conduirait à l'arrestation d'un journaliste et à la saisie d'250 000 d'exemplaires du magazine. Cela, en conjonction avec la publicité supplémentaire que les écrits d'Issei Sagawa ont générée, a conduit au prochain tournant dans l'affaire. L'establishment français en avait déjà assez de son cannibale générateur de gros titres et voulait qu'il parte. Peu après, Issei Sagawa s'est retrouvé déporté de retour au Japon.
Étonnamment en tant qu'homme libre, son retour marqué par une véritable frénésie médiatique. Non seulement Sagawa était un meurtrier et cannibale, il était maintenant un auteur best-seller. La célébrité qui faisait signe depuis un certain temps était maintenant prête à être adoptée par Sagawa. Pour ne pas causer d'indignation en le relâchant simplement à l'aéroport, Sagawa a d'abord été emmené à l'hôpital Matsuzawa. Là, volontairement, il s'est soumis à être placé dans une aile privée de l'institution et examiné par des médecins. Personne ne l'a fait se sentir bienvenu. Une phalange de professionnels de la santé mentale l'a chacun trouvé sain d'esprit, affirmant que la perversion sexuelle seule avait conduit au meurtre. En d'autres termes, ils pensaient qu'Issei Sagawa était mauvais. L'homme, ont-ils convenu à l'unanimité, appartenait à la prison. Après une tentative d'obtenir des documents pertinents du juge Bruguière, qui a été refusée, le système juridique japonais ne pouvait pas poursuivre Sagawa. Les dossiers de l'affaire française sont restés scellés en France et n'ont pas été partagés avec les autorités japonaises. Sans accès à ces preuves, les officiers japonais étaient incapables de le poursuivre, ne laissant aucun fondement légal pour sa détention continue. Il a été libéré le 12 août 1986, n'ayant été retenu que 5 ans. Sagawa a écrit plus tard un autre livre, cette fois sur ses jours en prison, entrecoupé de souvenirs de son enfance. Il n'atteindrait jamais les hauteurs vertigineuses de son autobiographie, mais a aidé à l'établir davantage comme quelqu'un capable d'être un écrivain au-delà d'un meurtrier. Il continuerait à courtiser la publicité, et les médias refusaient rarement de se matérialiser chaque fois qu'il claquait des doigts. Dans le cadre d'un effort éhonté pour renforcer l'attrait populaire, des photographes ont été invités à l'appartement exigu de Sagawa pour prendre des photos de l'artiste mûrissant, pendant qu'il peignait des modèles féminins nus. Un magazine a présenté une interview avec lui, remplie d'illustrations brillantes montrant un Sagawa détendu, assis à une table à manger, regardant la caméra, des baguettes à la main, sur le point de participer à de la viande. La photo est apparue sur la page gastronomique du magazine. Son intervieweur a demandé s'il aimait cuisiner. Seulement cette fois-là est venue la blague sans doute répétée. Lorsqu'on lui a demandé de commenter un autre cannibale japonais, Tsutomu Miyazaki, qui avait tué et mangé 4 personnes, Sagawa a exprimé son dégoût et sa perplexité face au besoin évident de l'homme de répéter son premier meurtre, réitérant comment, parce qu'il avait été tellement dégoûté par la réalité de son propre crime, il n'aurait jamais envisagé de récidiver. De nombreux documentaires télévisés ont été réalisés sur Issei Sagawa, et l'auteur a écrit plus de livres et de scénarios, l'un pour un film sur sa vie. Il est devenu un artiste accompli, peignant des autoportraits. Pendant un temps, il a maintenu un site web s'adressant à ceux intéressés par le cannibalisme. Il est juste de dire qu'il était un homme occupé. Sagawa est apparu dans des émissions de télévision, a donné des interviews et a même joué dans des films pour adultes. Son manque de remords et sa volonté de décrire son crime en détails explicites ont horrifié et fasciné le public. Il a également été référencé par les Rolling Stones et The Stranglers dans leurs chansons. Pendant des années, Sagawa a vécu de la notoriété de son crime, profitant de son infamie tandis que la famille de René endurait la douleur inimaginable de voir son meurtrier célébré. L'affaire Issei Sagawa a soulevé des questions profondes sur la justice internationale et la responsabilité criminelle. Comment un meurtrier et cannibale avoué pouvait-il simplement marcher libre? La réponse réside dans une série d'échecs procéduraux et juridiques entre 2 systèmes judiciaires. La décision française de le déclarer fou sans procès, suivie de la déportation et du scellement ultérieur des dossiers de l'affaire, a créé un vide juridique que les autorités japonaises ne pouvaient pas combler. La victime, Renée Artevelt, était une jeune femme brillante avec toute une vie devant elle. Elle était venue à Paris pleine de rêves et d'ambitions, désireuse d'élargir ses horizons intellectuels. Sa famille aux Pays-Bas a été dévastée non seulement par la perte brutale, mais aussi par le manque de justice qui a suivi. Renée a été réduite à une note de bas de page dans le cirque médiatique qui a entouré son meurtrier. Son humanité obscurcie par la nature sensationnelle du crime. L'affaire a également exposé les failles dans les systèmes de santé mentale des 2 pays. Sagawa avait cherché de l'aide psychiatrique plusieurs fois avant le meurtre, mais n'avait jamais reçu de traitement adéquat. Ses tentatives antérieures d'attaquer des femmes ont été archivées ou ignorées. Le système a échoué non seulement à protéger Renée Artevelt, mais aussi à intervenir lorsque Sagawa représentait clairement un danger. Les psychologues et criminologues
ont étudié le cas de Sagawa de manière approfondie, essayant de comprendre ce qui l'avait conduit à franchir la ligne du fantasme à la réalité. Certains ont soutenu qu'il souffrait d'un trouble de la personnalité grave avec des éléments psychopathiques. D'autres ont suggéré que sa fixation cannibale était une forme extrême de paraphilie sexuelle. Cependant, le consensus parmi les professionnels japonais qui l'ont examiné était qu'il était légalement sain d'esprit au moment du crime, capable de comprendre la nature et les conséquences de ses actions. La question de la santé mentale de Sagawa reste controversée. Le juge français Bruguière croyait que toute personne capable de commettre un tel acte devait être folle par définition. Cependant, cette logique circulaire ne parvient pas à distinguer entre une véritable maladie mentale et un choix moral. De nombreux experts ont soutenu que Sagawa avait soigneusement planifié son crime, pris des mesures pour éviter la détection et comprenait pleinement qu'il faisait quelque chose de mal. Ces facteurs suggèrent une capacité mentale, pas la folie. Les années suivant sa libération ont vu Sagawa devenir une figure de plus en plus bizarre dans la culture populaire japonaise. Il a capitalisé sur sa notoriété de toutes les manières possibles, apparaissant dans des talk-shows, écrivant des chroniques dans des magazines et même participant à des films pornographiques. Cette célébration d'un meurtrier avoué a causé de l'indignation dans de nombreux secteurs, mais reflétait également une fascination morbide que le public semblait incapable de résister. Sagawa affirmait fréquemment dans des interviews que son fantasme avait été satisfait et qu'il n'avait plus le désir de tuer. Il décrivait l'acte réel comme profondément décevant par rapport à ses fantasmes de décennies. Cependant, il admettait également qu'il fantasmait toujours d'être mangé par une belle femme occidentale, suggérant que ses obsessions n'avaient pas complètement disparu. Dans ces dernières années, la santé de Sagawa s'est considérablement détériorée. Il a subi une série d'AVC qui l'ont laissé partiellement paralysé et dépendant de son frère pour les soins. L'homme qui autrefois courtisait l'attention des médias est devenu un reclus, vivant dans la pauvreté et l'obscurité. Sa célébrité avait disparu, remplacée par l'oubli et la maladie. Issei Sagawa est décédé le 24 novembre 2022, à l'âge de 73 ans, dans sa maison à Tokyo. Sa mort a reçu une couverture médiatique limitée, un contraste marqué avec la frénésie qui a entouré son affaire des décennies auparavant. Il a laissé derrière lui un héritage d'horreur et de questions sans réponse sur la justice, la responsabilité et les limites de la compréhension humaine. L'affaire reste l'une des plus troublantes de l'histoire criminelle moderne, non seulement par la nature brutale du crime, mais par l'échec complet du système de justice à tenir le perpétrateur responsable. René Hartevelt n'a jamais reçu justice. Sa famille n'a jamais vu son meurtrier faire face à de véritables conséquences pour ses actions. Au lieu de cela, ils l'ont vu profiter de son crime, devenir une célébrité et vivre libre jusqu'à sa mort naturelle. Les leçons de l'affaire Issei Sagawa sont multiples et profondes. Elle a exposé des lacunes critiques dans la coopération juridique internationale, particulièrement dans les cas impliquant des citoyens de différents pays. Elle a démontré les conséquences potentiellement catastrophiques lorsque les fantasmes violents ne sont pas pris au sérieux par les professionnels de la santé mentale. Et elle a soulevé des questions fondamentales sur la façon dont les sociétés doivent traiter les individus qui commettent des crimes au-delà de la compréhension commune. Pour les étudiants du comportement criminel, Sagawa représente un cas rare, un individu dont le fantasme de décennies a finalement explosé en violence, mais qui, selon ses propres comptes, n'a pas ressenti de compulsion à récidiver. Cela le différencie des tueurs en série typiques, qui éprouvent souvent une impulsion croissante à tuer de manière répétée. Cependant, la question demeure. Était-ce un véritable manque de désir qui l'a empêché de tuer à nouveau, ou simplement son profil public élevé et une surveillance constante? La véritable tragédie de l'affaire Issei Sagawa ne réside pas dans la psychologie complexe du perpétrateur ou dans les échecs du système juridique. La véritable tragédie est René Hartevelt, une jeune femme dont le potentiel a été brutalement éteint, dont la mémoire a été ternie par l'exploitation sensationnelle de sa mort et dont la famille a été forcée de regarder impuissante pendant que son meurtrier vivait libre et profitait de son infamie. Son histoire sert de sombre rappel que, derrière chaque affaire criminelle célèbre, il y a une vraie victime dont l'humanité ne doit jamais être oubliée.